Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une vulnérabilité qui a été récemment découverte et qui impacte le service SSH. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Vladimir Collin. Bonjour. Et Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Alors Nicolas, OpenSSH, qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Alors, SSH, c'est Telnet, mais avec du chiffrement. Donc, ça sert à se connecter à distance à des systèmes pour les administrer. Au départ, c'est un logiciel commercial fait par une société finlandaise, je crois. Et OpenSSH, c'est la version open source libre et gratuite que la majorité des gens utilisent aujourd'hui, même si entre-temps le protocole a été standardisé RFC, donc potentiellement il y a d'autres implémentations qui peuvent exister. Et avec le temps, le protocole a aussi gagné plein de fonctions telles que le tunneling de connexion X11, le forward de port, etc. Mais bon, c'est pas intéressant pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, qui a découvert cette vulnérabilité et dans quelles circonstances? Alors, la vulnérabilité a été publiée par Qualys Security Lab, donc un organisme de recherche de l'entreprise Qualys qui publie régulièrement des avis de sécurité de très bonne qualité. Enfin, quand je dis régulièrement, c'est une fois par an, mais il y a un vrai travail derrière avec du contenu et des cibles incroyables, parce qu'une faille exploitable à distance sans authentification dans SSH, il n'y en avait pas eu depuis un certain temps. Je vais peut-être pas dire de bêtises, mais moi, la dernière que j'ai connue, c'est la CRC Compensation Attack qui est utilisée dans Matrix, et ça date fin des années 90, donc ça nous rajeunit pas. Si on nommait la faille, la tentative de piégeage XZ. Oui, mais qui là, pour le coup, est une vraie backdoor, et ça, des backdoors dans SSH, il y en a eu d'autres, qui ont été insérés dans certaines distributions ou autres, mais qui ne concernent pas SSH, OpenSSH en lui-même. Mais ce qui fait qu'OpenSSH paraît tellement sûr qu'aujourd'hui, finalement, les gens n'ont pas vraiment peur d'exposer OpenSSH, SSH sur Internet. La bonne pratique, souvent, c'est de changer le port par défaut, mais il y a énormément de gens qui considèrent que SSH est robuste et donc n'ont aucun problème à exposer ça sur Internet. Est-ce que toutes les versions d'OpenSSH étaient affectées par cette vulnérabilité? Alors, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que OpenSSH, il y a une version de base qui est maintenue par une équipe qui est très proche d'OpenBSD, et ensuite chacun des systèmes, chacune des distributions, en particulier Linux, mais aussi les gens des équipes FreeBSD et autres, maintient sa déclinaison. Et donc la déclinaison qui était principalement ciblée, c'est celle, en fait, c'est une attaque qui se fait en conjonction entre OpenSSH et glibc. Potentiellement, elle pourrait être faite avec autre chose que glibc, une autre libc, puisque glibc, c'est la libc GNU qui est utilisée principalement sur Linux. Sur FreeBSD, sur OpenBSD, c'est une autre libc qui va être utilisée, mais qui est basée sur le fait qu'il y a un appel qui supporte mal, dans lequel on puisse avoir une race condition au moment où on va on va faire une tentative d'authentification. Donc ce qui était ciblé principalement, c'était Linux en 32 bits sur x86, donc plateforme Intel, avec dans la notification de Qualys l'idée que en 64 bits c'était probablement aussi possible, mais avec des durées beaucoup plus importantes, puisqu'il faut faire beaucoup de tentatives pour exploiter la faille. On va en parler, je pense. Il y a quasiment plus de systèmes qui utilisent Linux 32 bits, si. Beaucoup de systèmes embarqués, par exemple des Raspberry, des routeurs, des trucs comme ça. Et après, attention à ce qu'on appelle 32 bits, parce qu'il y a beaucoup de processeurs non-Intel qui sont 32 bits aussi. ARM 32 bits, MIPS 32 bits, ça existe. Et sur les systèmes embarqués, ils n'ont jamais ressenti le besoin de passer à 64 bits, puisqu'il n'y a pas besoin de puissance de calcul ou de mémoire incroyable. Alors oui, la faille était présentée comme Qualys indiquant qu'ils avaient un code d'exploitation qui fonctionnait très bien sur x86 en 32 bits, mais ça ne veut pas dire que d'autres plateformes soient pas vulnérables de la même façon. En fait, IBM, pourquoi 32 AX, bits IBM a communiqué, AX est vulnérable aussi. Oui, sur PowerPC.
Mais en fait, la question c'est d'abord pourquoi 32 bits et 64 bits se comportent pas pareil, et ensuite, est-ce que les autres plateformes 32 bits sont vulnérables? A priori, il n'y a pas de raison que les autres plateformes 32 bits soient pas vulnérables, et comme l'a dit Nicolas, il y a beaucoup de 32 bits encore dans la nature, dans des équipements embarqués, dans des équipements industriels, dans tout un tas de choses qui ont une adresse IP, comme des affichages, etc., et dans lesquels on va trouver du MIPS ou de l'ARM 32 bits, qui sont tout à fait potentiellement exploitables si leur implémentation de l'IPC est vulnérable à ce type de choses, et si OpenSSH est compilé avec des options qui font qu'il y a une tentative d'envoyer un syslog dans l'appel concerné. Et dans l'article de Qualys, est-ce qu'il y a tous les détails pour arriver à monter un POC ? Il y a des POC qui sont arrivés dans la nature, mais on peut peut-être en parler maintenant. À ma connaissance, tous les POC qui ont été largement diffusés sur Internet sont en fait eux-mêmes backdoorés et ne sont que des tentatives de compromission de chercheurs en sécurité. Il y a eu des blogs, des posts de blogs très intéressants, par exemple l'équipe sécurité de la Banque Santander, qu'on mettra peut-être en référence de l'émission, qui explique en fait où sont les backdoors dans ces POC. Et aujourd'hui, Qualys a indiqué qu'il publierait le code d'exploitation fonctionnel beaucoup plus tard. Alors, je ne sais plus s'ils avaient parlé d'un mois ou deux, mais aujourd'hui, à l'heure de cet enregistrement, il n'y a personne qui a publié un POC fonctionnel qui donne un shell sur des systèmes SSH. Alors évidemment, je ne suis pas au courant de tout ce qui se fait dans le milieu des exploit packs. Je ne sais pas si Canvas ou White Phosphorus ou Core Impact existent encore, mais voilà, peut-être qu'il y a des exploits privés qui circulent. Question d'un novice moins tech que vous ne l'êtes. La gravité de cette vulnérabilité, son scoring. La gravité, je ne connais pas le score CVSS, mais on doit pouvoir le trouver dans l'avis du CERTA. Je crois qu'il n'est pas énorme. Par contre... Moi, je m'attendais à un 10 sur 10 et je crois que c'est un 7-8 ou un 8 quelque chose. Ce qu'il faut voir dans cette faille, c'est qu'elle nécessite d'attendre le timeout sur la tentative de connexion d'utilisateur. Et en fait, c'est le signal envoyé de manière asynchrone à ce moment-là qui va provoquer en fait on va dire, pas une corruption mémoire, mais un problème mémoire, quoi. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit connecté, qui utilise le service, qui passe en timeout pour pouvoir exploiter la vulnérabilité. Alors c'est quasiment ça, sauf qu'il n'est pas encore connecté. C'est au moment où il a établi la connexion réseau et il est en train de négocier sa session, en train de s'authentifier. Et donc il commence l'authentification, il la laisse expirer en général 2 minutes et ensuite ça marche ou ça marche pas. Alors l'idée c'est qu'il faut faire beaucoup de tentatives sur de 32 bits de l'ordre de 10 000. 2 minutes c'est long. Et donc l'idée c'est de les faire en parallèle. Et donc l'attaquant fait en parallèle plusieurs dizaines de connexions. Le problème c'est que par défaut OpenSSH, en fait, le SSHD d'OpenSSH, le serveur, il a une limitation qui va être dans beaucoup de distribs à 100 connexions simultanées. Donc, sauf si vous avez un service qui requiert beaucoup de connexions SSH, typiquement un GitHub ou un GitLab qui par essence reçoit des dizaines de milliers de connexions SSH, et sans doute pas sur la même instance d'ailleurs, eh bien ça va forcer l'attaquant à ne pas consommer les 100 connexions simultanées, et ça prend du temps à chaque fois d'en essayer, 50, d'attendre qu'elles expirent, il y en a une qui tombe sur la bonne adresse et il va continuer. Et dans le cas que tu expliques, la Git, normalement on ne serait pas sur du 32 bits. Normalement ils ne sont pas sur du 32 bits. Et la question c'est pourquoi est-ce que sur des systèmes 32 bits, type de choses pour faire de l'affichage, etc. Pourquoi est-ce qu'on donnerait accès à un accès SSH ? Il y a beaucoup de choses, je crois que c'est Vlad qui l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses exposées sur Internet qui gagneraient à ne pas l'être. On peut avoir aussi beaucoup de machines, je sais pas, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui ont des machines chez des hébergeurs qui datent d'il y a plus de 10 ans. Et donc, alors les miennes ne sont pas 32 bits, mais parce qu'à l'époque j'avais payé cher, trop cher, mais ça veut dire qu'il y a des machines qui sont en place, qui bougent pas parce qu'elles marchent. Par ailleurs, dans les équipements embarqués, il y a probablement des appliances réseau. Il y a beaucoup d'appliances réseau qui ont deux plans, un plan de contrôle et un plan de brassage de paquets réseau. Et sur le plan de contrôle, ça peut être des circuits un petit peu anciens avec un Linux pas trop récent. Ce qui va sauver beaucoup de ces équipements, en fait, c'est que la faille, elle n'est exploitable que dans des versions postérieures à fin 2020, début 2021, si je me trompe pas. Donc il faut à la fois une architecture 32 bits et une version de OpenSSH qui soit pas trop ancienne. Et en fait, ça fait que tu le demandais tout à l'heure, le score CVSS il est de 8,1, il est pas énorme parce que c'est très visible quand on essaie d'exploiter la faille. En 32 bits avec une version d'OpenSSH récente, il y en a probablement sur internet, mais en fait il y en a probablement pas tant que ça.
C'est pas une menace systémique majeure sur la version 32 bits. Et par ailleurs, pourquoi ça marche sur 32 bits et c'est moins dangereux sur 64 bits? À cause d'un particularisme malencontreux de la glibc en 32 bits, qui est que quand ils ont mis en place la randomisation de chargement de la mémoire, de la librairie en mémoire, donc la SLR, ils ont perdu un certain nombre de bits d'entropie, plus d'une dizaine de bits d'entropie, et donc on se retrouve, au lieu d'avoir 2 puissance 32 positions possibles, avec de mémoire, je crois que c'est 2 puissance 18 ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça s'explore beaucoup mieux, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de tentatives, mais ça reste un nombre gérable. Par contre, si je perds la même quantité sur 64 bits, il me reste encore plus de 40 bits, et 2 puissance 40 tentatives, ça commence à faire beaucoup. Alors même si avec le théorème anniversaire, on tente que le 2 puissance 40 que divise 2, je me suis pas amusé à faire le calcul, mais ça fait beaucoup de tentatives. Et l'estimation que fait Qualys, c'est entre 3 et 7 heures pour du 32 bits, suivant la configuration serveur en face, et des très longues durées, potentiellement des semaines en 64 bits, mais ils l'avaient pas testé. Et ce sont des durées avec un patatage énorme pendant ce temps-là, donc pas très discret. Ouais, c'est vrai que dans leur article au début, ils parlaient d'un mois sur une version normale, d'un mois pour réussir à exploiter l'exploit à la vue. Pour rebondir sur ce constat, est-ce que ça veut dire que monitorer ces logs SSH et voir qu'il y a une IP qui bourrine permettrait justement de détecter une tentative d'utilisation et d'exploitation ? Ouais. Totalement, d'autant plus que en théorie c'est parallélisable, mais ce sera pas simple. Et moi, je voudrais revenir sur backdoor, pas backdoor. En introduction, vous disiez que ça, c'est pas une backdoor, contrairement à la librairie XZ. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas une backdoor ? Alors parce que la librairie XZ, ça a été volontairement mis, t'as vraiment un shellback, enfin t'as vraiment des choses qui permettent de prendre le contrôle à distance, alors que là, d'ailleurs on n'en a pas parlé, il faudra qu'on en parle, d'où le nom regression, parce que c'est une régression de SSH, c'est une vieille vulne de 2006 qui au final a été réactivée en 2020 suite à une modification du code source, et ce qui fait que ça fait 4 ans entre guillemets que la vulnérabilité est présente et potentiellement exploitable. Voilà. En fait, c'est la preuve du diable. Tu peux jamais prouver qu'une faille n'est pas une backdoor. Tu pourras jamais le prouver. L'historique de qui a fait la modification. Enfin. Mais même comme ça, tu peux avoir quelqu'un qui soit influencé, qui soit conseillé. Enfin, on a justement ce qui a été vu avec XZ qui est intéressant, c'est que les développeurs sont vulnérables au social engineering et que c'est pas notre formation de résister à ça. Par contre, si tu fais une backdoor, il faut qu'elle soit intéressante à exploiter, donc il faut qu'elle soit déniable, que tu puisses dire non, c'était pas une backdoor, c'était une faille, mais qu'il faut qu'elle soit relativement discrète et il faut qu'elle soit relativement fiable. Là, on a un truc qui demande beaucoup d'essais, qui est super pas discret et dont la fiabilité est hasardeuse suivant les paramètres du kernel, etc. Si tu tombes sur un gros excité qui a appliqué des durcissements Bastille Linux sur ses serveurs, genre moi, en fait, ça risque de pas marcher du tout. Mais donc c'est pas un bon candidat. Pardon. Et un simple fail to ban là-dessus permettrait typiquement de mitiguer ce type de vulnérabilité. Alors ça dépend parce que en général le fail to ban tu le fais sur les tentatives d'authentification, sur les tentatives de mot de passe. Et en fait là t'arrives pas jusque là, donc tu crées une entrée de log qui est un petit peu bâtarde entre le moment où t'es authentifié et le moment où t'as ouvert ta connexion TCP. En fait tu te retrouves avec dans les logs, c'est dans le papier de Qualys, mais avec des warnings parce que le processus a reçu un signal et en théorie est mort. Et en fait il est pas mort, il vient de faire une exécution à distance. Ce qu'il faut voir c'est que ces problèmes ont été introduits. Donc la CVE d'origine date de 2006, mais en fait il y avait déjà un article de Michel Zalewski en 2001 qui expliquait les problèmes de conception avec les signaux dans Linux et pourquoi en fait tout ça était pas. Enfin c'est relativement facile de faire des choses qui sont thread safe avec des mutex et autres, mais alors faire des choses qui sont signal safe sous Linux, c'est compliqué parce que en fait. Sous Linux, sous POSIX ou sous tous les Unix en fait. Alors que sur OpenBSD il n'y a pas le problème justement. Alors, il n'y a pas ce problème particulier, mais tu as les mêmes problèmes de gestion des signaux. Faire du code safe dans des signaux, c'est l'enfer. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens font du multithreading et plus du tout des signaux pour ce genre de choses. Enfin, où il y a des librairies asynchrones différentes. Et est-ce qu'on est à l'aube, on va dire, d'une guerre nucléaire à partir du moment où le premier POC sortira ? Vu qu'il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de Linux 32 bits exploitables, pas à ce point-là. Alors, à partir de la bannière OpenSSH, tu peux pas savoir si tu as un 32 bits ou un 64 bits a priori. Ce qui veut dire que y a des centaines de milliers, probablement des millions
de serveurs SSHD qui sont exposés sur Internet avec une version potentiellement attaquable. Mais si elle est en 64 bits, ça va prendre vraiment de temps, puis tu as des chances de te faire blacklister avant. Alors que si elle est en 32 bits, c'est jouable. Du coup, comme tu le sais pas à l'avance, tu vas faire un bruit colossal pour attaquer la Terre entière, ça va te consommer énormément de bande passante. Je suis pas sûr que ce soit un scénario très très réaliste. En revanche, ça peut être intéressant sur du ciblé un peu de quelqu'un qui monitore pas son infrastructure. Ou sur quelque chose qui a pas d'ASLR. Quelqu'un qui aura réimplémenté un POC sur une plateforme peut-être différente, ou sur une plateforme où il n'y a pas d'ASLR. Oui, après c'est le même problème. Mais oui, sur de l'embarqué, une appliance de sécurité par exemple, tu peux avoir ce genre de problème. Après, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes confrères de No Limit Sécu. Pour changer. Exposer SSH sur Internet, ça reste une mauvaise idée parce qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des compromissions via SSH se font à cause de mots de passe faibles ou de mots de passe volés ou de clés d'authentification qui ont été volées sur les postes de développeurs par des logiciels malveillants. Donc, en fait, l'exploitation de cette faille, elle est quand même assez compliquée et rentrer sur un système embarqué via SSH, dans 99,999% des cas, ça se fait soit avec le mot de passe par défaut du constructeur, soit avec la clé qui est en dur dans le firmware et qu'il suffit d'extraire pour pouvoir se connecter. Donc tous ces systèmes-là, aujourd'hui, ont déjà été compromis. Après, il y a le cas du système 32 bits vraiment hardened où il n'y a que la faille qui permettrait de passer. Bon, j'attends de le voir, quoi. Bah, c'est une très jolie vulne. Mais ne faites pas autre chose que du SSH, ça reste quand même la meilleure solution d'administration. Toutes les autres sont pires. Ne remplacez pas SSH par du TeamViewer ou autre chose. Alors, du SSH sur Internet, il y en a quand même massivement, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de l'hébergement chez des hébergeurs de masse et qui vont pas avoir de seconde adresse IP par défaut, sauf à payer plus, sur laquelle on va autoriser le SSH avec des limitations d'IP source ou des groupes d'accès chez les systèmes de cloud un peu plus sophistiqués. Les gens qui font du petit hébergement, souvent, ils ont des serveurs, 1 ou 2 serveurs Linux ou FreeBSD, j'en sais rien, je veux pas être sectaire, qui sont hébergés sur Internet et qui ont une seule interface, et cette interface, elle fait l'administration et la prod. Donc ça, c'est une population qui est considérable, au moins en nombre de machines. Et ça concerne aussi d'ailleurs des grosses entreprises qui ont juste des projets qui sont hébergés sur ce genre d'infrastructure et où il n'y a pas le choix d'avoir du SSH sur Internet en fait parce qu'il faut mettre en place une infra d'accès avec du VPN, des groupes de limitation, etc. Qui sont pas faits pour ce genre de scénario en fait. Enfin, ce qui n'est pas fait dans ce genre de scénario. Donc du SSH exposé sur Internet, il y en aura toujours, il y en a des quantités considérables. OpenSSH a quand même très 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 peu de failles, tu l'as dit précédemment. L'état de l'art aujourd'hui, c'est de plus utiliser de mot de passe sur OpenSSH. Vous vous connectez uniquement avec des clés. Si vous n'aimez pas les clés, vous pouvez faire des certificats. Ça marche très bien. La vérification des clés, soit vous les prépositionnez, soit vous les mettez ailleurs. Enfin, il y a plein de solutions pour le faire. Je veux dire, aujourd'hui, l'authentification OpenSSH, si vous le faites encore en login mot de passe, vous vivez dans les années 90. Vous avez 25 ans de retard. Comme beaucoup d'appareils embarqués. D'autant qu'il y a une autre faille intéressante qui est sortie récemment, qui, elle, affecte PuTTY, qui est quand même un logiciel très utilisé dans le monde Windows, et qui était beaucoup plus simple à exploiter. En gros, il suffisait d'avoir 80 échanges de clés, je crois que c'était sur ECDSA, et suite au fait que le générateur d'aléas de PuTTY ne marchait pas, en fait, on pouvait en déduire directement la clé privée juste par une observation passive du trafic. Donc, potentiellement, cette faille-là a un impact beaucoup plus grand. Il faut être capable de sniffer le réseau, mais par contre, être capable de reconstruire la clé d'authentification en 80 échanges, c'est quand même catastrophique d'un point de vue cryptographique. Christophe, je crois que toi, tu as analysé les backdoors dans les exploits publics. Tu as vu des choses intéressantes là-dedans ? Alors non, je ne les ai pas analysés, j'ai lu les articles à leur sujet, ce qui est déjà beaucoup moins ambitieux et beaucoup plus proche de mes capacités. Ce qui est intéressant, c'est que, en particulier la principale qui était un binaire, on a affaire à quelque chose qui était plutôt bien caché, avec plusieurs binaires séparés qui vont permettre de s'appeler les uns les autres. Alors c'est pas au niveau de la faille XZ, mais c'est bien préparé, ça a été mis à disposition très vite après le signalement. Ça cible visiblement, parce qu'à chaque fois qu'il y a une vulnérabilité qui est signalée et qu'il y a un code d'exploitation qui sort, en fait, les équipes de SOC, les éditeurs logiciels de sécurité, etc., tout le monde télécharge le POC pour essayer de voir dans quelles circonstances il va marcher. Donc, POC, on l'a pas explicité ça d'ailleurs.
Johan, tu as oublié de nous rappeler. C'est le proof of concept, et donc c'est le code qui va démontrer l'exploitation de la vulnérabilité. Dès qu'il est sorti, en fait, tout le monde se jette dessus. Alors il y a les criminels qui se jettent dessus, et puis il y a tous les gens qui font de la sécurité pour essayer de savoir est-ce qu'il marche vraiment, combien de temps ça met, quelles sont les conditions dans lesquelles ça marche et ça marche pas, pour pouvoir conseiller leurs clients ou mettre à jour leurs produits. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est cette stratégie qui a consisté à sortir une backdoor très rapidement, ce qui veut dire que quand même les gens en avaient une sous le pied, pour la mettre à disposition, avec un truc qui ressemblait au début de l'attaque, enfin il y a un habillage de code C qui ressemble au début de ce qui a été décrit, et qui ensuite va prendre le contrôle du poste du testeur. Je sais pas si ça avait déjà été fait comme ça, mais c'est assez prometteur parce qu'il y a vraiment cette course à chaque fois qu'une vulnérabilité sorte à la tester, la valider et apporter une réponse soit au décideur, soit au client sur quel est le niveau de danger, quelles sont les mesures à prendre, pouvoir tester les mesures de sécurité, si j'applique le correctif, est-ce que vraiment l'attaque ne marche plus, et ça prend du temps, et donc sous pression, et donc c'est un bon endroit pour pirater les gens qui font de la sécurité, et ça a été testé à cette occasion. Enfin, normalement, quand tu as ce genre de cas, si tu n'as pas le temps d'analyser le code source et de le nettoyer, à minima, tu l'exécutes dans une machine virtuelle que tu viens de monter pour l'occasion. Genre, c'est la base de l'hygiène. C'est-à-dire que jamais tu vas exécuter un code d'exploitation dont tu sais pas d'où il vient, t'as pas regardé le code source, voire il est déjà compilé sur ton propre poste. Tu devrais pas. Ben, je dis pas que tu devrais pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que, Oui, tu devrais pas. Mais est-ce que tu penses qu'il y a pas mal de monde qui le fait? Enfin, qui ne le fait pas. Ou alors tu as appliqué le correctif de sécurité et pour vérifier que ça marche, tu testes le code d'exploitation. Alors oui, il y a aussi les admins qui testent le code d'exploitation, effectivement. ouais. Avec les droits d'admin les plus hauts, évidemment, sur l'infrastructure. Et est-ce que le malware, parce qu'on peut parler peut-être d'un malware dans ce contexte-là, est-ce qu'il se connectait à un CNC ou le truc attendait une connexion ou... Je ne me rappelle pas. Il n'y avait pas de kill switch? C'est pas un verre, hein. Ah, non, mais j'ai droppé un nom. Moi, c'est le concept du kill switch qui m'éclate. Je sais pas quand est-ce que ça marche ou pas. Il connaît un terme je technique m'incline. et il essaie de le dire de temps en temps Oui, pour c'est voir ça. si ça passe ou pas. Un kill switch, généralement, ça sert à arrêter la propagation d'un code autoreproducteur. Donc j'ai un ok. code qui se déplace, j'ai mis un Ok. kill switch pour l'arrêter, pour en garder le contrôle et éventuellement, ça dépend, pour pouvoir vendre, enfin pour éviter qu'il continue à se propager. Là, on est sur un piégeage d'un code que la personne exécute tout à fait volontairement après l'avoir téléchargé sur Internet. Et comme cette personne est un spécialiste de sécurité, effectivement, s'il fait bien les choses, il exécute son code dans un environnement de bac à sable isolé, instrumenté, et il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de louche qui se produit. Si il n'est pas discipliné, ou effectivement, comme ça arrive, des gens qui veulent tester les mises à jour ou les correctifs sur leur truc, qui téléchargent un code d'exploitation et qui ne savent pas, qui ne devraient vraiment jamais exécuter du code qui vient d'Internet sans savoir ce que ça fait, eh bien, ça peut donner des résultats malsains. Enfin, quand je dis ça, j'ai en tête la quantité d'instructions qui consiste à faire un sudo curl pipe ou un curl, une adresse quelconque pipe sudo bash, quoi. C'est pas comme si c'était sur tous les readme de la plupart des projets sur GitHub, soit dit en passant. Là, on a beaucoup parlé donc de CVE 2024 6387, mais il faut peut-être aussi mentionner qu'il y a CVE 2024 6409 qui est sorti 1 ou 2 jours après et qui est à peu près le même genre de faille, mais qui affecte principalement les distributions Red Hat, Fedora et autres, et qui est en fait une variante liée à un patch qu'a appliqué Red Hat sur SSHD, qui a été moins connu. Il est possible que les gens aient fait des remédiations pour la première, mais un peu raté la deuxième. Voilà, je tiens juste à mentionner. Ça fait pas penser un petit pour peu la à complétude. Log4Shell avec justement les patchs en pagaille et la quantité de CVE qui est sortie Ah oui. avec le stress de se dire bah voilà finalement il faut patcher et en fait on continue toujours d'avoir du code buggé. C'est un peu différent. Dans Log4Shell, tu avais vraiment ce truc derrière les premières vulnérabilités, tu savais que ça allait évoluer. Les premières vulnérabilités permettaient de faire un appel à distance, il fallait que tu fournisses un truc à distance, donc on disait t'isoles l'environnement, puis du coup ça va bien se passer, et puis les attaquants, les gens qui testaient se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire une référence interne au code qui allait pouvoir s'exécuter, donc il y a eu une amélioration qualitative au fur et à mesure. Là, ce qui est plutôt en train de se produire, c'est que l'architecture de OpenSSH sur OpenBSD est en train d'évoluer.
mais ça n'a pas encore été répercuté chez les gens qui intègrent OpenSSH dans d'autres distributions et dans d'autres OS. Et donc, ils font des correctifs chacun de leur côté, avec leurs différentes versions de la libc, des mesures de durcissement système de bas niveau, etc. Et en fait, comme on est dans le cas d'un code asynchrone qui se déclenche sur un timeout avec un signal, etc., c'est pas évident à gérer parce qu'en fait, derrière, c'est pas le code d'OpenSSH finalement dans lequel il y a le problème, c'est dans la libc qui est sous-jacente. Et si vous appelez autre chose qui reproduit les mêmes conditions, vous avez patché la faille, mais vous l'avez recréée avec autre chose. Et donc c'est pas évident. La recommandation de Qualys, elle était simple, c'est vous n'envoyez pas, vous virez l'instruction syslog. Du coup, l'instruction syslog dans laquelle l'appel à glibc a lieu, ne déclenche plus le timeout et ça se passe bien. Mais peut-être qu'il y a d'autres instructions, typiquement si vous citez des printf ou des sprintf dans le handler de signal, qui vont faire la même chose. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que suite à cette vulnérabilité, d'autres vulnérabilités vont être identifiées parce qu'en fait, avant, personne ne cherchait de vulnérabilité dans les microprocesseurs. Des gens ont commencé à le faire, en ont trouvé, et après, plein de gens en ont trouvé. Des gens ont commencé à chercher des vulnérabilités sur les équipements de sécurité et les VPN. Avant, personne ne le faisait, et là, maintenant, il y en a plein partout. Alors, OpenSSH, c'est un peu différent parce que le SCOD, il est quand même assez durci, c'est quand même assez regardé. Mais est-ce que vous pensez que potentiellement d'autres vulnérabilités pourraient sortir prochainement de ce niveau? Alors, Vlad, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question, puisqu'il y a que toi qui a des millennials comme salariés. Demande-leur s'ils savent ce que c'est qu'un signal. Est-ce qu'ils ont déjà envoyé un sig up ou un sig kill à un process sous Linux? Pour moi, un développeur qui sort d'école aujourd'hui n'a jamais entendu parler de ce que c'est qu'un signal. Donc, les gens capables de trouver ce genre de faille, ils sont soit morts, soit ils bossent chez Qualys. Bon, c'est... je suis... Ah merde, j'ai réveillé Hervé. Non, mais clairement, c'est un problème. On sait depuis 30 ans que la gestion des signaux, c'est un truc qui est très compliqué. Surtout qu'il y a 30 ans, les systèmes étaient monothread. Enfin, moi, j'ai eu des PC sous 386, 486. T'avais qu'un fil d'exécution simultané. Aujourd'hui, sur une machine qui a 128 cœurs, enfin, tu vois, faire de la synchronisation, ça devient complètement débile, quoi. Ça c'était les interruptions. Les signaux, c'est encore pire. Oui, mais tu vois l'idée. Aujourd'hui, il n'y a pas de système fiable qui permet de s'assurer que les ressources sont bien nettoyées quand on traite un signal ou ce genre de choses. Et ça n'a jamais été implémenté ultérieurement parce que les gens n'en ont pas ressenti le besoin. Donc, le nouveau code créé n'utilise absolument pas de signaux, mais par contre, les anciens, les trucs OpenSSH, SandMail et autres, SandMail, c'est encore pire puisqu'ils utilisent des goto en C, donc c'est encore pire en termes de code spaghetti, mais oui, il y a des failles. Après, est-ce que les gens vont être capables de les trouver? C'est un autre problème. Des personnes qui font du fuzzing à outrance en se disant tiens, là justement c'est peut-être un scénario ou un vecteur d'attaque intéressant auquel on n'avait pas nécessairement pensé, qui est un petit peu sioux. Est-ce que justement ça peut pas aider à trouver d'autres CVE de ce type-là? Sur de l'asynchrone et des race conditions, le fuzzing ne marche pas. Ça marche pas. Enfin, pas le fuzzing tel qu'on l'entend. Le fuzzing ne marche pas puisqu'il y a toujours des timeouts. Tu vas pas laisser tourner un programme pendant 2 heures. Là, il faut le laisser tourner pendant 2 minutes avant de détecter qu'il y a une corruption mémoire. Et aujourd'hui, la plupart des fuzzers, ils considèrent qu'au bout de 2 minutes, ton programme, il a planté et il l'arrête. Donc, c'est pas une faille. On n'a pas discuté de comment cette faille avait été trouvée par Qualys, mais à mon avis, ça ne peut pas avoir été trouvé ni par un fuzzer, peut-être par un crash, une exploitation dans la nature, mais j'en doute. À mon avis, c'est juste des bons vieux old school hackers qui ont fait de la revue de code et qui se sont posés des questions par rapport à des patchs qui ont été committés publiquement et qui se sont demandé est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose, est-ce que le patch n'était pas incomplet en fait. Pour moi, c'est ça. Des gens qui étaient déjà là en 2006, qui ont vu cette vulnérabilité en 2006 et qui ont vu qu'il y a eu cette fameuse régression en 2020, des vieux. Si tu prends la Bible, parce que pour moi la Bible de l'audit logiciel qui est The Art of Software Security Assessment, il y a un chapitre dédié aux signaux, quoi. Et c'est un bouquin qui doit dater de 2005 ou 2006. Oui, et quand il a été publié, c'était les gens qui avaient trouvé toutes les failles dans Solaris et qui arrivaient au bout de leur découverte et donc qui publiaient leur technique parce qu'ils pensaient plus trouver de failles avec, quoi. Donc on peut parler de la reproductibilité des failles Solaris du début des années 2000 dans les environnements Linux en 2024, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on peut limiter le risque sur cette vulnérabilité ou de manière générale? Alors, il y a 2 techniques simples. Pour cette vulnérabilité en particulier, il y a 2 techniques simples. La première, c'est de mettre login grace time à 0 dans le fichier de conf. Donc ça
permet à un attaquant de bloquer entièrement ton système en faisant des tentatives d'authentification en permanence. Mais par contre, ça rend totalement inexploitable les 2 CVE qui ont été mentionnés. Et Ça crée un vrai risque de déni de service. Hein. Tu vas avoir des problèmes avec tes utilisateurs. Potentiellement, tu peux avoir des problèmes avec tes utilisateurs légitimes. Oui, alors sur les choses qui sont exposées sur Internet, sur le port par défaut, qui sont scannés en permanence, c'est pas une bonne solution. Mais sur une appliance interne où tu as absolument impossible de recompiler quoi que ce soit, mais où tu peux potentiellement changer la config du démon SSH, c'est une mitigation qui tient la route. Et il y en a une deuxième qui est de démarrer SSHD avec l'option "-e", qui fait que ça log sur la console et pas dans un fichier système, et là aussi ça bloque l'exploitation. Par contre, évidemment, la meilleure solution, c'est quand même d'appliquer les patchs et donc d'avoir les paquets à jour. Si vous êtes bloqué sur une ancienne version... Pardon, vas-y. Non, je disais, tu as aussi l'authentification par certificat. Par clé. Je suis pas sûr que ça bloque. Si tu bloques, si j'ai vu ça dans les remédiations, si tu désactives l'authentification par login mot de passe, normalement c'est plus fonctionnel. Ah oui, parce qu'en fait, il faut quand même envoyer un username au départ pour déclencher l'exploitation, c'est ça ? A priori, alors j'ai pas regardé en détail, et mais que dans les recos qui étaient remontés par Qualys, il y avait juste le fait de désactiver l'authentification par login mot de passe. Ce qui est un peu la norme et la base en termes de durcissement SSH. Alors, désactiver l'authentification par login mot de passe, c'est pas tout à fait pareil que d'activer uniquement l'authentification par certificat. Parce que le certificat peut potentiellement contenir ton username, alors que quand tu fais de l'authentification par clé, tu lui passes quand même le username en premier paramètre et ensuite tu utilises la clé pour t'authentifier. Et donc là, il y a quand même un username. Le fait d'exécuter SSHD avec un -e, ce qui normalement consiste à changer le fichier de configuration qui lance soit le service systemd, soit le démon si on est sur DSystem5, a l'avantage d'être très simple. Il a un défaut, c'est que suivant comment vous collectez les logs, vous risquez de perdre des logs. Si on est sur un environnement systemd, normalement, c'est journald qui va récupérer les logs qui partent sur stderr, et donc ça devrait pas faire une grosse différence, sauf si vous avez une conf qui récupère pas les logs de journald. Mais c'est un des changements de configuration très simples dont on est certain qu'il marche, et dont on ne connaît pas d'autres impacts que les risques d'incompatibilité avec des confs de collecte de journaux qui soient un petit peu exotiques. Ok, est-ce que quelqu'un souhaite apporter le mot de la fin ? Pas le mot de la fin peut-être, mais une remarque. Depuis la publication le 10 mai 2024, tout le dispositif LPM 2023, notamment sur l'obligation de patcher les vulnérabilités dites significatives, est rentré en vigueur. Et pour le faire en mot simple, parce que le futur Cyber Resilience Act, c'est absolument le même dispositif, mais écrit en 48 pages, au lieu de tenir sur 3 pages. L'idée est la suivante: je suis un éditeur ou un prestataire, j'ai embarqué de l'open source. Cet open source se révèle avec une vulnérabilité significative, donc majeure, critique, au-delà, enfin bref. Eh bien, j'ai l'obligation, 1, de prévenir l'ANSSI, 2, de prévenir les clients, de faire un rapport, de patcher, d'en justifier, et patati et patata. Et ça s'applique bien à l'ensemble des services ou logiciels open source embarqués volontairement et commercialisés à titre gratuit ou onéreux par l'éditeur ou le prestataire. Comment tu peux commercialiser à titre gratuit ? Tu embarques des librairies et tu les prices pas. Ou alors tu transfères ton prix ailleurs. Mais tu peux dire, voilà, je vous embarque 150. Tu as une appliance, typiquement ? Oui. Non, une appliance, c'est payant. Oui, mais tu embarques des logiciels que tu ne fais pas payer. Je pense que... Ouais, mais les logiciels, tu ne les fais pas payer. On veut faire croire que quand je fais du logiciel libre en utilisant une bibliothèque libre, je suis responsable d'avoir utilisé cette bibliothèque libre. Je propose un autre épisode sur le sujet. Alors moi j'ai un petit point quand même assez intéressant, c'est que pour une fois, cette vulnérabilité, ce genre de vulnérabilité, n'a pas été publiée un vendredi après-midi ou un jeudi soir, elle a été publiée un lundi matin, enfin heure française, et donc pour une fois, les équipes sécurité n'ont pas passé un mauvais week-end, mais juste un mauvais lundi et un mauvais mardi. Donc merci quand même d'avoir publié ça un lundi. Ah Vlad, je croyais que tu allais être médisant et parler des embargos. Je ne sais pas si on en peut en parler, mais c'est vrai que ça c'est un sujet, moi je trouve que c'est un peu inadmissible que des grandes entreprises américaines aient la vulne depuis des semaines, voire des mois, pour tout corriger, et qu'une fois que eux sont complètement corrigés, allez, tu balances la vulne à la plèbe et allez, démerdez-vous les autres. Ça, je trouve que c'est un peu limite de ce type de fonctionnement avec justement ces embargos. Bon, merci à tous les contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.